Donc c'est la concentration dans la phase aqueuse à l'étape 0, et ça c'est les volumes qui sont des paramètres, donc c'est-à-dire que ça change pas durant l'expérience, et K c'est une constante qu'on nous donne dans l'énoncé. Du coup, ce truc-là est résolu, hein, j'ai CA1. Et pour avoir CORG, j'ai qu'à réappliquer ce truc-là, donc K ça reste une donnée de l'énoncé, donc comme CORG c'est K fois CAC1, que CAC1 est ici, j'ai hop, ce truc-là qui apparaît hop, trivialement. Et voilà. Et du coup, j'ai répondu à la question. Alors, je dois faire les applications numériques si on me les demande. C'est pas forcément un truc qui est hyper intéressant ici. Mais voilà. Donc en fait, on a résolu avec simplement partage et bouclage, et en injectant l'un dans l'autre et en se débrouillant pour écrire les choses de façon relativement simple. On a CAC1, ce qui est ce qu'on voulait, et CORG1 qui est ce qu'on voulait d'autre part. Ok. Paf, paf, paf. Et c'est à peu près tout. Ok, donc là je laisse le calcul un petit moment si vous voulez le recopier vite fait. D'accord, et je regarde un peu le chat. D'accord. Ok. Je regarde sur Discord, est-ce qu'il y a des gens qui râlent? Non, c'est bon. Super. D'accord. Ok. Alors, si vous mettez trop de kappa dans le chat, je vous traquerai, je vous trouverai. Ok. Je vais effacer les trucs qui m'intéressent pas. Alors, voilà, le drame. Échec critique. Où est-ce que je suis? Ah, je suis là. Bim. Ah, j'ai rempli une page. Super. C'est beau. Ok, et putain. Donc Inkscape est hyper sensible des bords. Hein. Et le type susceptible, quoi. Je vais mettre ça sur le côté. Un jour, on pourra faire ça avec les vrais tableaux. Ce sera bien. Dans le futur. D'accord. Bon, j'ai répondu aux premières questions du TD. On me demandait de calculer ce truc-là. C'est fait. La question suivante, c'est... Ah oui, alors, on va se poser une seconde. On va calculer un rendement. Donc, on a vu qu'on voulait dépolluer l'eau. C'est très bien. Et la façon dont on va avoir de juger la qualité de la séparation, c'est en calculant un rendement. Alors, je vois depuis tout à l'heure que l'incrustation est pourrie. Alors, ça ne va pas du tout. Ouais, d'accord, ok, je vois. Hop là. Donc là, c'est tout moche parce que tous les tests que j'ai faits ont été faits avec une lumière du jour digne de ce nom. Et aujourd'hui, il fait hyper moche. Du coup, j'ai pas de photon. Voilà. Du coup, j'ai tout qui foire. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, on va calculer un rendement qui est exprimé d'une certaine manière, qui est une espèce de score, en fait, qui va dire si ce truc-là a réussi ou pas. Ok.
la façon qu'on va avoir de l'utiliser ici, voilà, c'est juste de comparer, on va faire plusieurs expériences en changeant les paramètres. On va à chaque fois calculer le rendement et on va chercher à savoir comment le rendement évolue. Alors, voilà, le rendement ici, c'est le pourcentage de I2, le pourcentage relatif de I2 extrait par rapport au nombre de moles initial de I2. C'est-à-dire quelle est la fraction, grosso modo, quelle est la fraction de I2 qui s'est retrouvée dans la phase organique. Alors, si je l'écris, on est reparti. Tac. Donc R1. Alors, attendez, je vois des. Vous pouvez expliquer rapidement pourquoi I2 est préférablement avec H2O, ok. Je comprends pas la question, enfin si je crois que je comprends la question, mais j'y reviens. I2 est miscible dans CCl4 et dans l'eau, ouais. Mais pourquoi et comment il va préférer ou pas aller avec l'eau plutôt que le CCl4 à cause des forces de Van der Waals? Oui, c'est ça. Donc si je reprends vite fait le petit schéma, donc on a compris pourquoi on avait une phase aqueuse et une phase organique. D'accord, les molécules d'eau, elles sont potes entre elles, elles restent entre elles, et les autres restent dans le volume disponible, dans la cour de récré, seul. Et là on a un petit nouveau qui est I2, et lui il peut s'entendre avec tout le monde. D'accord, il mange de la viande et des légumes, et voilà. Il se trouve que s'il n'y avait que de l'eau, ce qui est le cas de l'étape 0, s'il n'y avait que de l'eau, il est capable d'avoir des interactions avec les molécules de flotte seules. D'accord ? Et l'explication qu'on a, c'est le fait que s'il ne fait pas de phase, c'est-à-dire s'il n'est pas exclu par les molécules d'eau, c'est parce qu'il a cette capacité qui est d'acquérir un moment dipolaire temporaire par contact avec les molécules d'eau. C'est-à-dire que naturellement, il n'en a pas, mais si on lui applique un champ électrique, si on lui applique un champ électrostatique par proximité d'une molécule d'eau par exemple, il va en acquérir un. C'est-à-dire que le champ change sa répartition électronique, qui est plus homogène. Si elle est plus homogène, il y a un dipôle électrostatique permanent, qui pour le coup est temporaire, mais enfin il est là. Et du coup, elle se met à interagir comme une molécule polaire. Du coup, elle ne se fait pas exclure. Mais la force de liaison type Debye est plus faible que les liaisons type Kisub. C'est-à-dire que les molécules d'eau interagissent entre elles plus fortement qu'elles n'interagissent avec les molécules de I2. Ça veut dire que si vous mettez du I2 et de l'eau, le I2 ne se fait pas rejeter, mais il ne se fait pas admettre non plus complètement. Et si vous avez une autre phase dans laquelle il interagira avec personne, alors au fur et à mesure, il va y avoir une plus grande proportion de I2 dans la phase dans laquelle il interagit avec personne que dans la phase dans laquelle il interagit avec des molécules qui préfèrent quand même interagir entre elles. Et c'est pour ça qu'on n'a pas une séparation totale du I2. Dans l'exercice, là, il y a un rapport des concentrations qui est toujours de l'ordre de 85. Ça veut dire qu'il y a toujours du I2 dans l'eau, mais que statistiquement, le I2 a fini par se faire exclure à proportion des forces qui lient les molécules d'eau entre elles par rapport aux forces qui la lient aux molécules de I2. Et on va voir ça comme un équilibre dynamique aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas les molécules qui sont
rester dans l'eau, qui vont rester pour toujours. C'est des molécules qui interagissent aléatoirement avec les molécules d'eau, et de temps en temps, elles vont refaire un tour dans la phase organique, et les molécules de I2 de la phase organique vont passer dans la phase aqueuse. Mais statistiquement, ce qu'on observe, c'est que les molécules de I2 passent plus de temps dans la phase organique, donc dans la phase apolaire, dans laquelle elles interagissent très peu avec les molécules de solvant, par rapport au temps qu'elles interagissent avec, autant qu'elles passent à interagir avec les molécules de la phase polaire. Ok. Je sais pas si je réponds, mais voilà. En tout cas, c'est l'interprétation qu'on a de ces choses-là. Ok. Hop là. Ok. Du coup, on était parti sur l'histoire de rendement. Alors, je vais simplement réécrire hop là, la définition. Hein. Donc, le rendement en 1, on a dit que c'était le pourcentage de moles extraites. Donc, c'est ce qui est parti dans la phase organique, rapporté à ce qui était dans la phase aqueuse, hop là, à T0. Et du coup, ça, je peux le réécrire. Alors attendez, je suis pas hyper certain de est-ce que ça respecte la notation. Donc c'est nombre de moles de I2 extraites de la phase aqueuse par rapport au nombre de moles initial de I2. D'accord. Ok, d'accord. Bon bah c'est exactement ça. Alors moi je vais l'écrire de cette façon-là. Je dis que c'est hop. N-org 1, je reprends l'équation de bouclage. Hop. Donc c'est ce qu'il y avait au départ moins ce qui allait arriver dans la phase aqueuse. Donc c'est effectivement ce qui est parti dans la phase organique, rapporté à ce qu'il y avait au départ dans la phase aqueuse. D'accord. Hop là. Et du coup ça me permet de faire ça. Nx 0. Alors je l'écris comme ça parce que les rapports de quantité de matière dans des phases qui ont le même volume, ça devient diablement égal au rapport de concentration. D'accord. Alors si je le réécris complètement, donc hop là. Donc je le réécris simplement. Hop. Okay. Comme le volume aqueux, le volume de la phase aqueuse est le même tout au long de l'expérience, on se retrouve avec un truc relativement simple à écrire, qui est le rapport Cax sur 0. Et alors le rapport Cax sur 0, alors est-ce qu'on va réussir à, hop là, à le montrer sans tout casser? Ouais. Voilà. Cax 1 sur Cax 0, ben c'est simplement ce facteur-là. Ok. Donc on a dit que ouais, c'était le facteur qui était, hop, ce truc-là. Hop là. Ok, bon, tout le monde suit les calculs. Alors je vois, vous pouvez répéter quoi? Le coup de la flotte, enfin de pourquoi est-ce que I2, alors je vais redessiner en fait, ça va être beaucoup plus simple, enfin j'espère. On a, allez, on va hop
on a du CCl4. D'accord? Je le mets en bleu. Et puis on a par ailleurs de l'eau. D'accord. Je la mets comme ça. Ok. Donc si on est, ça c'est si on imagine qu'il y a une différence entre les phases. Okay. Donc on a le CCl4 d'un coup, de côté, et les molécules d'eau de l'autre. Okay. Et maintenant j'ai le I2 qui au départ est là. D'accord? Donc le I2 c'est le mauve, hein, puis ouais, c'est entre les deux. Parce que voilà. Donc ce qui se passe c'est que si j'avais que la phase aqueuse, ce que j'observerais c'est des liaisons entre les molécules d'eau et les molécules de I2. Et ce que j'observerai pas, c'est l'apparition d'une phase de I2 pure. Parce que, on l'a dit, la molécule de I2 a cette propriété, qu'ont pas toutes les molécules, qui est de pouvoir se faire polariser par des molécules polaires. Ok? Donc ça, c'est dans le cours, c'est l'interaction de type Debye. Donc on a des dipôles temporaires qui sont induits par la présence d'autres dipôles. D'accord? Mais ça, il faut voir, alors, d'un point de vue énergétique, ce sera un peu plus difficile à calculer, mais il faut voir que c'est pas son état normal d'être polarisé. C'est un peu comme si vous prenez un morceau de fer qui acquiert ses propriétés magnétiques si on lui colle un aimant à proximité. Donc si j'ai un champ magnétique, le fer devient magnétique. D'accord? Et il y a une, comment dire, il y a une interaction. L'aimant se colle au fer. Il ne se colle pas au plastique. Mais l'état naturel du fer, c'est pas d'avoir un moment magnétique permanent. Alors je sais pas si on dit moment magnétique, mais peu importe. L'idée c'est ça. Ce qui veut dire que si je mélange du fer et des billes de plastique, ce fer, enfin cette limaille de fer et ces billes de plastique vont pouvoir se mélanger sans aucun problème. Si je mélange des petits aimants à des billes de plastique, les petits aimants vont se coller entre eux, ils vont faire une boule de trucs aimantés, et le plastique sera exclu. D'accord? Et bien là, c'est la même idée. Sauf que, pour les molécules, alors du coup, si je mélange des petits aimants et de la limaille de fer et des billes de plastique, s'il y a une phase qui se forme d'aimants, donc si les petits aimants restent groupés entre eux, la limaille de fer va se coller là-dessus. Ça, c'est parce que la force qui lie le fer à l'aimant est énorme. D'accord? Elle est pratiquement du même ordre que les aimants entre eux. Mais là, c'est pas le cas en fait. Ces trucs-là sont pas hyper bien liés aux molécules d'eau. D'accord? Ça veut dire que elles peuvent être en interaction avec les molécules d'eau, mais elles aiment pas ça, si on veut parler mal. D'accord? Ce qui veut dire que si je leur donne l'occasion de se retrouver dans une phase où elles sont tranquilles et elles retrouvent leur état normal qui est de ne pas avoir de moment dipolaire, alors ce que je vais observer, c'est qu'elles vont passer plus de temps dans cette phase-là plutôt que dans l'autre phase. Ok? Elles continuent à pouvoir interagir avec les molécules d'eau. D'accord? Ça veut dire que
j'ai pas une séparation qui est parfaite. Mais, statistiquement, on a comment dire, un état plus stable avec des molécules de I2 qui sont solubilisées préférentiellement dans la phase apolaire. Ok? Je pense que ça répond. Du coup, je continue sur l'exercice. Paf. Hop là. Supprimer ce truc. Ah non! Ah ouais, donc... d'accord. Donc Inkscape est sensiblissime des bords. C'est vraiment chiant. Je sais pas... Super. Ok, bon, on est reparti. Je vais rezoomer sur l'équation pour le rendement. Ok. Alors ce truc-là a une valeur, je crois qu'en page 15 ou 16 du TD, vous avez les valeurs numériques. Je ne sais pas exactement à combien c'est égal. S'il y a quelqu'un qui peut regarder vite fait en page 15 ou 16, ou 14 ou 15, je sais plus. Hop là, à combien c'est. Comme ça, je peux vérifier que les gens sont toujours sur le chat. Personne n'est mort, personne ne s'est endormi. Hop là, j'ai regardé. C'est tout à la fin, donc exercice 1. R1 c'est 89,3. D'accord. Bon, peu importe. C'est juste à garder en tête. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, donc ça veut dire qu'on a dépollué 89,3% des molécules de I2 qui étaient qui étaient initialement dans la phase aqueuse. Et ce qu'on va faire après, alors on va reprendre le TD en tant que tel. Ce qu'on va faire après, donc j'ai dit la question D, c'est exactement la même chose que la question B, d'accord. C'est juste que on peut calculer ça de façon différente, mais voilà, là c'est la façon hyper compacte et relativement simple en utilisant bouclage et partage. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on veut répéter l'opération. Ça veut dire que c'est ce que dit la question E, donc protocole supplémentaire. On évacue la phase organique, CCl4, et donc à la phase aqueuse qui reste dans l'ampoule, on rajoute hop là, la même quantité, donc le même volume organique de CCl4 qu'on appelle frais, c'est-à-dire qui sort de la bouteille. D'accord. On agite ensuite pour favoriser l'échange du diode entre les deux phases, puis on laisse se reformer les deux phases. Et donc il faut montrer que la concentration en I2 de la phase aqueuse est donnée par cette expression-là. Alors qu'est-ce que ça donne si je le dessine? Hop là. Alors si je le dessine, c'est pas compliqué. Je vais avoir ce truc-là. Hop. Que je copie. On a dit qu'on enlevait la phase up. On enlève la phase organique. Paf. Donc on l'enlève et on la remplace par une nouvelle phase organique vierge, donc avec une concentration nulle.
C'est ce que ça veut dire. Allô? Allô, allô. Est-ce que la connexion est maintenue? J'ai un problème sur mon retour. Ça bug, hein. Ok. Allô? Allô? Ça bug. Alors, est-ce que je suis là? Normalement, c'est bon. Non, non, j'avais un problème aussi. Non, non, j'avais un problème, j'avais des quantités d'images perdues qui étaient énormes. Là, normalement, ça marche. Ok, ça marche de nouveau, super. Ok. Il doit y avoir des petits problèmes de... Ok, super. Ok. Alors, donc là, j'ai gardé le créneau à 8 heures pour miser sur le fait que tout le monde soit pas sur Twitch, quoi. Sitôt dans la matinée. Ouais, merci. Ok, donc ça remarche. Bon, ça marche. Ok. Là, en début d'après-midi, on va peut-être avoir un problème d'afflux de réseau, quoi. Bon, on va voir. De toute façon, on va bricoler avec ce qu'on peut faire. Donc je reprends là où je m'étais arrêté sur l'exo. Donc on veut une espèce d'étape. Alors il y a rien écrit là parce que. Hop. Voilà, on a une espèce d'étape imprime où on a vidé ce truc-là. On est hors équilibre là-dessus. Hein. D'accord. C'est évident parce que si on rajoute un truc qui a une concentration nulle, on sait que de toute façon on n'est pas dans des ratios qui sont compatibles avec la constante de réaction K telle qu'on l'a définie. D'accord. Rien d'inhumain à comprendre, et on va avoir une étape 2, la vraie étape 2, avec la phase aqueuse qui, hop là, perd encore en concentration. Alors il faut quand même que ce soit visible, d'accord. Et ce truc-là qui a une concentration qui est pas nulle, mais qui est pas folle non plus. D'accord. Et ça va être donc l'étape 2. Hop. Ah, mon alpha. Super. Ok. Et à l'équilibre. Et du coup, ce qu'on nous demande, alors, ce qu'on veut savoir, c'est c'est donc la concentration dans la phase organique 2 et la concentration dans la phase organique aqueuse, pardon, 2. D'accord. Avec les mêmes équations de bouclage et partage.
Alors si je réécris exactement le même calcul, ben, on va voir qu'on va aboutir à... Je vais pas le réécrire parce qu'on va essayer de construire le cas général pour n itérations du processus. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais simplement remplacer CAC2, CAC1 par CAC2 et CAC0 par CAC1. Voilà. Okay. Ce qui veut dire que je vais aboutir à la même conclusion qui est celle-là. Ok. Bon, ça c'est simplement ce qui se passe si j'avais remplacé dans mon premier calcul, qui doit être là. Hop, hop. Ouais, voilà, il est là. D'accord. Donc, je remplace tous mes 1 par des 2 et tous mes 0 par des 1. Et je vais avoir exactement le même calcul. D'accord. Donc c'est pas hyper intéressant que je le refasse. Hop là, il y a un truc qui traîne. Donc c'est pas hyper intéressant que je le refasse. En revanche, ce que je crois, ce que j'ai vu, ce que j'ai calculé, c'est que du coup, ce truc-là, je peux l'exprimer en fonction de CAC0. Et donc si je remplace CAC1 par son expression, ça va être CAC0 facteur de ce truc-là. Du coup, je vais avoir le facteur qui est là, hop, au carré. Et ce que j'ai envie d'essayer de démontrer, c'est est-ce que, hop là, je mets un point d'interrogation, est-ce que CAC à l'étape n, c'est-à-dire que si je vide le dépolluant, donc si je vide le CCl4 avec le I2 dedans, et que je le remplace n fois, est-ce que j'ai un truc de cette forme-là? D'accord. Ça, c'est ce que j'ai envie de démontrer. Alors, c'est ce que j'ai vu une fois. Et c'est ce que je veux démontrer par récurrence. D'accord. Alors, voilà. Ça veut juste dire que je vais refaire les calculs une fois en remplaçant les nombres par des valeurs qui peuvent changer. Et je vais montrer que si c'est vrai une fois, et que quand je passe d'une étape à l'autre, ça reste vrai, alors c'est vrai tout le temps. Ok, c'est typiquement les démonstrations par récurrence telles qu'on les apprend. Ok. Bon, on va faire ça calmement. Donc je rappelle que j'ai toujours le partage. Donc K, c'est toujours org. Pardon. D'accord, c'est défini comme ça. Ça veut dire que c'est vrai à l'étape n, mais c'est vrai aussi à l'étape n plus 1. D'accord. Donc je rappelle ce que c'est qu'une étape. Hein. Une étape, c'est à l'équilibre. Okay. Sauf l'étape 0, on était hors équilibre. D'accord. En fait, je devrais l'appeler 0'. Ok. Donc à l'étape 1, on a un équilibre qui s'établit. À l'étape 2, on a un autre équilibre qui s'établit. Et entre-temps, on a chaque fois vidé ce qui était dans la phase organique. Donc ça, je rappelle qu'on va l'appeler partage. Hop. Et il y a toujours l'équation de bouclage, et elle, c'est elle qui lie les étapes entre elles. C'est que ce qui est resté dans la phase aqueuse,
à l'étape n, c'est réparti dans la phase aqueuse à l'étape n plus 1, et dans la phase organique, dyslexie totale, à l'étape n plus 1. D'accord. Et ça, c'est bouclage, toujours. Bouchage, bouclage, ça va. Ok. Et du coup, alors là, je vais mettre une petite... un petit, comment dire, pas une aparté, mais un truc qui est plus lié à la stratégie de résolution. Donc ce qu'on va faire, c'est une démonstration par récurrence. Et la récurrence, elle marche toujours en deux temps, donc il y a l'initiation. D'accord. Le week-end, non. L'initiation, ça veut dire que il faut qu'on montre que ce qu'on veut démontrer, c'est vrai une fois. C'est vrai à partir d'un certain moment. Donc ici, c'est vrai à l'étape 1. Donc ça marche, d'accord. Donc ça, je vais considérer que voilà, c'est fait. Enfin, je pourrais renvoyer à la question D. Et il y a une étape d'itération. Donc il faut qu'on montre que c'est vrai une fois, c'est fait. Et ensuite, il faut qu'on montre que quand on passe de l'un à l'autre, ça reste vrai. Et alors là, la gymnastique mentale, elle est assez curieuse. C'est qu'on va dire qu'un truc, on va le supposer vrai. Donc c'est vrai à n, enfin c'est vrai à l'étape n, et on va montrer que si c'est vrai à l'étape n, c'est vrai à l'étape n plus 1. D'accord? Alors c'est là où c'est pas hyper intuitif, enfin, c'est un truc un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il y a un truc qu'on veut démontrer, on va dire qu'il est vrai, et le seul truc qu'on va calculer, c'est si ce truc est vrai, alors il est vrai à l'étape d'après. Ok? Ça veut pas dire qu'il est vrai à... Pour l'instant, on n'a pas montré qu'il était vrai pour tout n, mais on va le supposer vrai. Et on va montrer que le fait que ce soit vrai, si ça implique que c'est vrai à l'étape d'après, alors c'est tout le temps vrai si on a une initiation. Ok? Hop là. Itération? Itération? Je sais pas. Peut-être? Peut-être? Non, on va... Voilà. Hop, des fautes d'orthographe sur YouTube pour toute la vie. Ok. Bon, bah, c'est parti. En fait, ça va revenir à faire le calcul de base, mais pour toutes les... comment dire? Pour toutes les fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais exprimer comment dire? Je vais reformer l'expression qu'on forme depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais relier C-hack n plus 1 à C-hack n. D'accord? Donc je vais avoir une expression à l'étape n plus 1 qui va dépendre de l'étape d'avant. Je vais supposer que ce que je veux démontrer c'est vrai à ce moment-là, et je vais montrer que c'est stable d'une étape à l'autre. D'accord? Bon, moi, je pense qu'on a compris, donc maintenant je vais le faire. Alors, on va simplement refaire bouclage-partage. Donc, je réécris ce truc-là. Donc ça, c'est C-hack n fois V-hack. Ça, c'est C-hack n plus 1 fois V-hack. Et ça, c'est C-org n plus 1 fois V-org. Okay. Je re-remplace C-org n plus 1 en fonction de son expression d'après l'équation de partage. Hop. Je vais arrêter de faire les petites barres les pieds des 1 parce que c'est un
un cauchemar avec ce truc. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une saloperie. Alors, hop là. Je suis légèrement déconcentré parce que je suis chez moi et qu'il y a d'autres occupants qui émettent des sons. Et du coup, ça me déconcentre un tout petit peu. Hop là. Puf, et voilà. Donc on est... Bon, c'est bien ce que je voulais écrire. Super. Et nous, ce qu'on veut, c'est exprimer CAC n plus 1 en fonction de CAC n. Donc je le sors. Donc ça, alors, pareil, ça, j'aurais dû le factoriser. Non, en fait, c'est pas du tout ça. Bon, je suis navré, là, hop, là, je bug. Je bug légèrement. On va, hop, se calmer. Et... Voilà. Tac, et du coup, hop, on obtient ce qu'on obtient depuis le début. Super. Et c'est là où je vais supposer mon hypothèse. Et je vais dire que CAC n, c'est ce truc-là. D'accord? Donc, je suppose que ce que je veux démontrer est vrai. C'est bizarre, hein, mais c'est logique. Parce que la seule chose qui nous intéresse, c'est le fait que ce soit vrai à l'étape n implique que c'est vrai à l'étape n plus 1. Et c'est ça qui fait la démonstration. D'accord? Puisque un moment, à l'initiation, on a montré que c'était vrai. Mais là, pour la transition, pour l'itération, on suppose que c'est vrai. Et on regarde ce qui se passe. Du coup, je remplace CAC n par sa valeur. Alors, CAC 0 fois ce machin. Donc, j'ai bien remplacé CAC n par sa valeur. Supposé vrai. Il me reste ce facteur-là. Ce truc-là et ce truc-là sont identiques, ce qui fait que je peux réécrire ça. Tada! Et ça, c'est j'ai bien la forme, hein, qui est le truc depuis le départ, qui est CAC à une étape, c'est CAC fois n0, multiplié par ce facteur, puissance le nombre d'étapes, et ce qui est précisément ce que j'ai obtenu ici, d'accord? Du coup, ma condition d'itération, enfin mon point d'itération là, il est démontré. Ce qui veut dire que par récurrence, alors là il faut conclure, hein. Donc c'est initiation, itération, conclusion. Et là, on peut mettre, hop là, connecteur logique. Donc, CAC n
égale Cax 0 fois le facteur paramétrique, enfin le facteur qui dépend uniquement des paramètres de l'expérience, la puissance n. C'est royal. D'accord. Alors, dans la vraie vie, là on l'a fait de façon semi-propre, hein, c'est-à-dire que si Guillaume Lager voyait ça, mince, il est capable de voir ça maintenant. Ah. Bon. On va dire que c'est pas une récurrence écrite de façon absolument rigoureuse, mais c'est ce qui permet de poser un raisonnement, autrement que dire bon, ça a l'air juste, c'est juste. Non. Ça avait l'air très juste, on savait qu'on allait réussir à le démontrer par récurrence, mais là on l'a fait avec une étape initiale et la stabilité en passant d'une étape à l'autre. Et voilà. Alors, je vois sur le chat, j'ai... D'accord. Ok. Pour la prochaine séance, on va avoir des modérateurs. Parce que il y a débarquement de trolls en masse dans le chat. Je sais pas d'où ils viennent. J'ai ma petite idée, mais je sais pas. D'accord. Ça devait arriver. Hein. Bougez pas. Bougez pas. Alors. Ouais, sûr. Ok. D'accord. Alors, il y a une probabilité non négligeable que ces trolls soient des membres de l'académie. Et donc, je les traquerai, je les trouverai, je les tuerai. Sans aucune difficulté. Ok. Du coup, voilà. Donc on a démontré le truc de façon plus ou moins solide. Enfin, de façon pas forcément hyper rigoureuse dans sa rédaction, mais solide d'un point de vue du raisonnement chimique. Et du coup, on va... Ok. Allez, voilà, on continue.
Je regarde juste ouais, où on en est. Du coup, ça c'est si on considère n extractions. Ce qu'on peut faire, c'est calculer le rendement à partir de comment dire, à partir de n'importe quelle extraction. Donc on rappelle que c'est la quantité initiale moins la quantité. Alors c'est c'est la quantité extraite ce truc là, donc c'est le même calcul que tout à l'heure. Et du coup, ce qu'on obtient, c'est ce machin là, d'accord. Et du coup, on peut le calculer en fonction de n, ça pose pas de problème. Ok. Ah bien, c'est pareil. D'accord. Et du coup, alors, voilà, on y est. Donc on a la concentration à l'étape N. D'accord. Donc ça, il faut voir que c'est typiquement ce qui arrive dans les processus de purification quand on fait des purifications à très grande échelle dans l'industrie. C'est ça. C'est-à-dire qu'on mélange des phases, on vide une autre, et puis ça permet comme ça de raffiner, en fait, de purifier une solution par rapport à l'autre. D'accord, c'est comme ça qu'on fait pour extraire des huiles essentielles ou ce genre de choses. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se poser la question, d'un point de vue industriel, combien d'itérations il faut pour arriver à une concentration donnée, donc à une concentration résiduelle si on parle en termes de pollution, qui est fixée à l'avance. Donc c'est la question F du TD, on désire abaisser la concentration du diode dans la phase aqueuse à une certaine quantité, et la question c'est comment est-ce qu'on s'y prend, et donc est-ce qu'on peut calculer le nombre d'extractions nécessaires pour réaliser ce truc-là. Eh ben allons-y. Donc on a une concentration qui est 10-6 mol par litre, peu importe. Donc pour la question F, on va reprendre le... Hop là. On va reprendre ce qu'on avait dès le départ. Alors je vais me remettre en question F. On sait que la concentration dans la phase aqueuse à l'étape N, c'est la concentration dans la phase aqueuse initiale fois un certain paramètre, ou une certaine combinaison de paramètres, à la puissance N. Ok. Et je veux que ce truc-là soit inférieur à une certaine concentration. D'accord. Je vais l'appeler C. C'est X. Tiens, voilà. Et ici, c'est X. C'est 10-6 mol par litre.
Ok. Et du coup, j'ai une inégalité, et ben, je veux la conserver, et je veux résoudre, je veux transformer mon inégalité en concentration, en inégalité sur n. D'accord. Donc mon but, ça va être de sortir n de cette équation-là, enfin de garder l'inégalité avec n qui apparaît clairement, qui apparaît de façon explicite. Hop là. Et ben c'est parti. Yaka. Alors est-ce que tout le monde m'entend? Là ça doit hacher. Ok. C'est bon? Est-ce qu'on est OK sur le contact? Ça marche? Ouais. Super. Ok, merci, merci les gens. Ok, d'accord. Donc on a dit on voulait sortir n de cette expression-là. Alors c'est super facile. Donc on va d'abord s'occuper de virer ce qu'on est capable de virer facilement. Alors les transformations sur les inégalités, elles sont un peu plus sensibles que les transformations sur les équations, parce qu'il faut vérifier à chaque transformation qu'on fait que le signe de l'inégalité est stable. Et ça se fait avec des règles qui sont complètement naturelles. Typiquement, si je veux diviser de part et d'autre par un même nombre, je sais que l'inégalité est stable, le sens de l'inégalité est stable, si ce nombre est strictement positif. Okay. Du coup, là, je vais diviser de part et d'autre par Cax0. Je sais que Cax0, c'est une grandeur physique qui est une concentration, et donc elle est vraisemblablement positive. Hop là. Du coup, je vais obtenir ça. Et c'est fait. Maintenant, il faut que je sorte n de cette expression-là. Elle est en exposant, donc c'est l'argument d'exposant, c'est la puissance à laquelle j'ai élevé ce vecteur-là. Et pour sortir les puissances, enfin comment dire, sortir les valeurs d'exposant, on a une arme absolue qui est le logarithme. D'accord? Donc je rappelle que ln de a puissance b, c'est b fois ln de a. Ok? Du coup, je vais transformer cette inégalité en appliquant le log de part et d'autre de l'expression. Et alors, comme j'ai dit, pour chaque transformation, on doit vérifier que le sens de l'inégalité est stable. Et ça peut se faire très rapidement. Enfin, on peut se convaincre du fait que le log ne change pas le sens de l'inégalité, simplement par le fait qu'il est strictement hop là, croissant. Donc il est monotone. Donc en 1 il vaut 0. Ça tout le monde le sait. Enfin j'espère. Et si j'ai une valeur, comment dire, si j'ai une valeur A, son log il est là, et si j'ai une valeur plus petite que A, son log est plus petit. D'accord? Ça c'est dû à la croissance stricte du logarithme. Donc si j'applique le logarithme de part et d'autre de l'inégalité, le sens est stable.
Donc je vais appliquer ici. Alors je vais pas... Enfin, je vais écrire directement le résultat, on va dire, compact. Hop. Hop là, je garde ça, et du coup, bah, j'applique... Et voilà. Okay. Alors ça, je pourrais le réécrire avec... comment dire, le log d'un ratio, c'est le log du numérateur moins le log du dénominateur, mais ça m'intéresse pas. Puis comme je suis pas... Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt calculatoire ici. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir n. Et pour sortir n, il faut que je divise par log de ce machin de part et d'autre. On est d'accord? Mais, attention. Ce machin-là, oula, il est écrit n'importe comment. Ce truc-là est inférieur à 1. C'est-à-dire que son log ça implique que ln hop là de ce truc est négatif. D'accord? Il est plus petit que 0. Faut pas que ce soit pris pour un 0 ça. Voilà. Sinon j'écris log de 0, et si on écrit log de 0 en public, on va en faire instantanément. Et voilà. Donc ce truc-là est négatif. Donc ça veut dire que si je divise par ce truc-là, je divise par un nombre négatif. Et si je divise par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change. D'accord? Ça peut se voir simplement, si je prends n'importe quelle fonction, hop là. Donc ça c'est des x, ça c'est des y, et ça c'est f de x égale moins kx, d'accord? Et k est positif, d'accord? Je fais juste apparaître le moins pour que ce soit bien clair. Donc si si je multiplie x par un truc négatif, c'est comme si j'appliquais cette fonction-là, et cette fonction-là, elle est strictement décroissante, d'accord? Ça veut dire que si j'ai a et b, donc là j'ai a qui est plus petit que b, mais f de a est plus grand que f de b, d'accord? Donc ça revient à la règle, si je multiplie par un truc négatif, l'inégalité change de sens. Bon bah, pas de problème, je sors n, je change le sens de l'inégalité, et je divise par ce que je dois diviser. Et voilà. Tada! J'ai répondu, non? Enfin, je crois que j'ai répondu. Donc on a n. Alors c'est pas étonnant, hein. Enfin je veux dire, intuitivement on est retombé sur nos pattes, c'est-à-dire qu'on avait une concentration qui devait passer en dessous d'un seuil, et ça se transforme en un nombre d'itérations qui doit être au-dessus d'un certain nombre. Donc en fait ça fait sens d'un point de vue physico-chimique. Et ce truc-là, alors on peut le calculer. Donc ce truc-là, c'est à peu près, je crois que c'est 4 et quelques.
c'est 4, je sais pas quoi, peu importe. Ça vous pouvez le calculer vous-même, et donc ça veut dire que n doit être supérieur ou égal à 5 itérations. C'est-à-dire que si on itère 5 fois au moins, alors la concentration passera sous le seuil qu'on s'était fixé depuis le départ. Ok, ça marche. Donc, je vois que tout le monde est sur Twitch là, donc personne n'est mort. On va finir rapidement le premier exo en répondant à la dernière question, la question G. Et après on se quittera pour 2 heures, histoire que je refasse quelques points, et on recommencera à l'heure qui est fixée dans ADE. Enfin, l'heure qui est fixée dans l'emploi du temps de base. Alors je sais plus si c'est 13h30 ou je serai là à 13h30 quoi qu'il arrive. Ok, donc on veut calculer la concentration CAC' de diode restant dans l'eau lorsqu'on ajoute une seule fois 20 ml. Donc ça veut dire qu'on veut refaire l'expérience de départ, hein. Et cette fois-ci, on veut utiliser un volume d'organique qui est pas de 10 ml, mais qui est de 20 ml. D'accord ? Et on veut comparer ça à l'étape 2 qu'on avait déjà calculé. Ça veut dire que, grosso modo, tout se passe comme ça. Enfin, c'est équivalent à la question suivante. Si j'ai 20 ml de solvant, donc si j'ai quantité double de solvant, est-ce qu'il vaut mieux faire 2 fois 10 ml ou utiliser 20 ml d'un coup? Et ça, c'est une question à laquelle on peut répondre avec le calcul et grâce à la paramétrisation qu'on a depuis le départ. Eh ben, allons-y. Alors, je vais retirer un trait. Et j'ai... Donc la question G, c'est comparer R1'. Donc c'est le rendement avec une fois 20 ml. Et on va comparer R1' à R2 avec 2 fois 10 ml. On va y arriver. Du coup, alors je rappelle, R2, alors j'ai le calcul en mémoire, c'était 1 moins VAC sur VAC plus K au carré. Et là, je vais mettre que Vorg, c'est 10 ml. D'accord ? Et donc mon R1', ça va être donc la quantité que j'ai extraite alors bon, je vous passe les calculs vont rester les mêmes. Et hop là. Et là, je mets le facteur 2 puisque j'ai dit que, grosso modo, Vorg prime, c'était 2 fois Vorg. Hop là.
Donc, dans l'expérience prime, on a doublé le volume d'organique, et donc, voilà. Okay. Et du coup, si VORG est 10 ml dans les expressions que j'ai écrites, il faut comparer cette valeur-là à cette valeur-là. Et alors, en page 15, vous avez les applications numériques, mais il reste une seule minute, alors je vais être relativement rapide. Si on fait des applications numériques, on voit que le rendement de l'expérience menée une seule fois avec le double de volume est inférieur au rendement de l'expérience menée 2 fois avec un simple volume de 10 ml. Et ça, c'est un truc qui est... alors, je ne sais pas si c'est intuitif ou pas, mais en tout cas, c'est surprenant. C'est qu'il vaut toujours mieux répéter une opération de lavage un grand nombre de fois plutôt que de laver avec des quantités supérieures. Alors d'un point de vue industriel, tout dépend de est-ce que vous avez le temps de faire plusieurs fois, est-ce que vous avez le temps et les ressources qu'il faut pour consommer une même quantité de solvant en plusieurs fois. Si oui, vous allez avoir un meilleur rendement. Voilà, c'est la façon qu'on a de fonctionner. Donc il vaut mieux laver plusieurs fois avec pas beaucoup d'eau que laver avec beaucoup d'eau une seule fois. Et c'est pour ça que c'est ce qui explique en partie le fait que les cycles de lavage dans les lave-vaisselle les plus économiques sont ceux qui durent le plus longtemps. Parce que ce que fait le lave-vaisselle, c'est envoyer un peu d'eau et un peu de savon, rincer, et recommencer un grand nombre de fois. Et c'est ce qui consomme le moins de flotte pour un même résultat. Alors j'ai une question, est-ce que ça peut être intéressant d'avoir un volume suffisant pour effectuer une seule étape en termes de cinétique en application industrielle par exemple? Non mais désolé, la question m'a pris d'avance. En fait, non. Il vaut mieux tout le temps répéter les opérations. Quand on a des phénomènes d'équilibre qui s'établissent comme ça, on a le comportement exponentiel, le comportement itératif, le fait qu'on élève un facteur à une certaine puissance, fait qu'il est extrêmement rentable de répéter l'opération plutôt que de la faire une fois avec un grand volume. Oui, voilà. Ok, donc il est 10h01. Je vous propose de... Ah non, mais les clips vont être détruits. Ne vous inquiétez pas, hein. Il va y avoir du ménage de fait. Mais voilà, donc je vous propose de reprendre à 13h30. Ok, et puis on ne se fera pas les 4 heures d'affilée, on se fera une pause entre les 2 heures. On verra. Ok, donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à plus tard et bon courage pour la suite de la journée. Au revoir.